Soken. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Manon Duboc, chercheuse en sciences sociales, et avec Thierry Pech, directeur de Terra Nova, nous sommes ravis d'accueillir François Hollande. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Bonjour. Merci, bonjour. Vous avez accepté de nous accorder un entretien consacré aux institutions. Alors je m'empresse de dire, c'est pas le premier entretien que nous faisons ensemble sur ce sujet, puisqu'en 2019, nous avions réalisé des entretiens sur cette question qui avait donné lieu à un livre qui était paru, qui est toujours disponible du reste, et on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais pour lancer la discussion sans plus attendre, j'ai envie de vous demander votre diagnostic sur la situation présente. On vit une forme de désordre institutionnel. Depuis la disparition du fait majoritaire qui avait été la divine surprise de la Ve République, fait majoritaire qui a disparu en 2022 et qui s'est réellement absenté depuis 2024, on vit une période de trouble. Et j'ai envie de vous demander si vous pensez que c'est un accident de l'histoire qui va se résorber et la rivière va rentrer dans son lit, ou bien si vous considérez que ça correspond à des mutations plus profondes. Alors nous vivons un désordre politique qui devient un désordre institutionnel. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas nos institutions qui d'un seul coup se seraient grippées et qui auraient provoqué une fragmentation politique et un empêchement de stabilité. C'est parce qu'il y a eu, la dissolution y a contribué, mais c'était déjà antérieur à la dissolution, il y a eu un éclatement des forces politiques et donc, d'une certaine façon, la disparition du fait majoritaire qui est l'élément essentiel dans la Ve République. La Ve République, c'est à la fois l'élection du président de la République au suffrage universel, qui donne une légitimité forte au chef de l'État, mais c'est aussi un système politique longtemps bipolarisé qui a fait qu'il y a eu des majorités, parfois d'ailleurs hostiles au président de la République, c'était la cohabitation, le plus souvent en accord avec le président de la République. Mais là, dès lors que les partis politiques se sont fragmentés, dès lors que le parti du président lui-même a éclaté, il y a une forme de désordre politique. Et la question que vous me posez, est-ce durable ? L'élection présidentielle peut d'une certaine façon contribuer à remettre un peu de clarté et d'ordre. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Autant si l'extrême droite parvenait à accéder à l'Élysée, il y aurait sûrement de sa part une volonté de trouver une majorité. Autant si elle n'y parvient pas, ce qui est quand même plutôt notre objectif, il n'est pas nécessairement acquis que le président ainsi élu, compte tenu du maintien d'une certaine fragmentation politique, arrivera à avoir une majorité. Donc il va falloir travailler à ce que les institutions permettent et au président d'être dans son domaine d'action et à un gouvernement de se constituer face à des oppositions qui sont elles-mêmes totalement contradictoires. Donc voilà le paysage politique qui va sûrement durer un certain nombre d'années avant que l'on retrouve, et je l'espère, une forme de bipolarisation telle que nous l'avions connue, mais qui sera sans doute avec d'autres formes. Parce que si cette bipolarisation disparaît définitivement du paysage politique, est-ce que c'est pas aussi un moyen de retourner à une forme de parlementarisme aussi plus fort ? Oui, ça suppose des conditions. Le parlementarisme suppose d'abord qu'il y ait un scrutin qui le facilite. Et en l'occurrence, un scrutin proportionnel, peut-être même avec une part majoritaire, permet à des partis de ne pas être dépendants d'alliances et de pouvoir précisément former des coalitions un peu plus librement. Ça exige aussi qu'il puisse y avoir des contrats de coalition ou des contrats de non-censure, comme on voudra, ça dépend des situations, qui fassent que l'esprit de responsabilité l'emporte sur celui de la division. Est-ce que les partis politiques auront cette maturité ? Voilà aussi une question. Ça dépend également du souhait des électeurs. C'est vrai qu'éclairés par ce qui se passe depuis quelques mois, ils peuvent douter de cette capacité qu'aurait l'Assemblée nationale à trouver ou des majorités d'idées ou des formes de coalition.
Mais précisément, il va y avoir un scrutin présidentiel, il va y avoir des élections législatives, eh bien ça sera et aux candidats au moment de l'élection présidentielle et aux partis au moment des élections législatives de préciser dans quel cadre ils veulent travailler. Est-ce qu'il vous semble que l'institution présidentielle sort affaiblie ou renforcée de la séquence présente ? On avait vécu 3, voire 4 quinquennats depuis le passage au quinquennat précisément, qui avait donné le sentiment d'une montée en puissance fantastique, et d'ailleurs souvent critiquée, du président de la République. On a parlé d'hyper-présidentialisation. Depuis 2022, on est plutôt en hypo-présidentialisation. Est-ce qu'il vous semble que l'institution elle-même a été, sinon atteinte, du moins affaiblie au regard de nos concitoyens ? Oui, je dirais que l'autorité présidentielle a été affaiblie par le président de la République lui-même, au sens où il n'a pas été, au lendemain de sa réélection, capable de former ou de faire accoucher d'une majorité, puisqu'il ne l'avait pas eu par les urnes à l'Assemblée nationale, et que la dissolution l'a privé aussi d'un certain nombre de prérogatives qui tenaient jusqu'à présent au chef de l'exécutif. Mais d'une certaine façon, est-ce véritablement un mal ? Oui, c'est assez douloureux, et cette fin de mandat, d'une certaine façon, est encore plus douloureuse que les précédentes. Mais ça a redonné ce qu'était le rôle du président de la République sous la Ve. C'est-à-dire un président qui doit se préoccuper de l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe autour de nous, les menaces qui pèsent sur notre propre sécurité, notre propre indépendance. C'est des conflits qu'il nous faut quand même contribuer à régler. C'est la question climatique qui, une fois posée. Et puis, c'est la souveraineté européenne qui doit être aujourd'hui pleinement assumée. Donc, le rôle du président de la République redevient ce qu'il était sûrement à l'origine, même s'il avait la personnalité du général de Gaulle, c'est-à-dire un président qui doit prendre de la hauteur et qui laisse le gouvernement agir sans interférer dans sa vie quotidienne. Donc, de ce point de vue, ce qui s'est produit depuis plusieurs mois, et au-delà des personnes, a installé sûrement un rôle qui sera exercé par le prochain président de la République, sauf si il était du Rassemblement national, où là, on retrouverait une mécanique bien connue sous la Ve République, sauf que ce serait avec un parti extrémiste, c'est-à-dire de captation de l'essentiel du pouvoir. Est-ce que cette perspective vous semble menacer l'état de droit ? La perspective d'un Rassemblement national qui emporterait non seulement l'élection présidentielle, mais également une majorité relative forte, voire absolue, à l'Assemblée nationale. On entend ces gens expliquer qu'ils vont faire passer des révisions constitutionnelles par l'article 11 de la Constitution. On les entend dire des choses extrêmement agressives sur le Conseil constitutionnel. Ils parlent de coup d'état de droit lorsque le Conseil constitutionnel prend des décisions qui leur semblent contraires à leurs idées sur des textes de loi. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, ces gens menacent l'état de droit et donc la République ? D'abord, les rédacteurs de la Constitution de 1958, c'était un groupe autour de Michel Debré, mais c'était aussi une assemblée consultative qui avait accompagné ce processus. Ces rédacteurs de la Constitution avaient veillé à installer un certain nombre de verrous, notamment pour la révision de la Constitution. C'est l'article 89 qui exige qu'il y ait l'accord des deux assemblées, une majorité des 3/5, et éventuellement, si on ne veut pas aller vers le Congrès à Versailles, un référendum. Le précédent, c'était le général de Gaulle, mais le précédent du recours à l'article 11 de la Constitution pour changer le texte fondamental peut être effectivement une occasion pour un président qui serait d'extrême droite, eh bien, de proposer aux Français une révision de la Constitution, y compris dans ses points fondamentaux. Et notamment concernant, par exemple, la préférence nationale, ou pouvant aller changer des institutions elles-mêmes, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel pour la conformité, ou même nous mettre en retrait de nos engagements européens, voire de nos engagements internationaux. Donc il faut mesurer ce risque, et aujourd'hui, il n'est pas possible pour le Conseil constitutionnel, même s'il était consulté sur un référendum, il le sera,
d'empêcher la tenue du référendum. En tout cas, c'est une question qui est en débat. Mais on imagine bien qu'il soit difficile pour une autorité, même qui a cette capacité de donner son avis, d'empêcher la consultation du peuple. Donc on retrouvera là un risque qu'on appelait autrefois plébiscitaire, et qui d'ailleurs dans notre histoire est associé à des régimes autoritaires. C'est-à-dire de changer les règles avec une consultation du peuple et des questions qui généralement entraînent des réponses assez automatiques. Oui, donc je réponds, oui, il y a un risque sérieux que l'élection présidentielle puisse aboutir à des modifications substantielles de ce qu'on appelle l'état de droit. Et donc renforcer le Conseil constitutionnel serait un moyen de permettre, en tout cas, que ce verrou soit un peu plus fort et d'empêcher cette prise du pouvoir oui, par mais l'extrême-droite. nous n'allons pas changer la Constitution avant l'élection présidentielle. Sans doute, serait-il nécessaire de porter ce verrou pour les révisions constitutionnelles en considérant qu'il n'y a qu'une seule voie pour réviser la Constitution, qui est celle de l'article 89. Et dire que l'article 11, en revanche, permet des consultations peut-être même plus larges qu'il n'en est prévu aujourd'hui, pour que les Français puissent être régulièrement consultés. Oui. On reviendra sur cette question du référendum à la fin de notre entretien, si on en a le temps, mais j'ai envie de vous entendre plus longuement sur ce sujet. Je voudrais revenir sur un point. Certains disent, et j'en fais partie du reste, que la modification du scrutin législatif permettrait de changer les équilibres politiques, la façon de faire de la politique, et peut-être de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous avez défendu en 2012, dans votre programme présidentiel, la volonté de mettre en place une dose de proportionnelle. On n'a jamais trop bien su laquelle, mais vous allez peut-être nous le dire. Et puis, vous avez signé une proposition de loi demandant l'installation en France d'un scrutin proportionnel à l'allemande, c'est-à-dire une proportionnelle intégrale, mais avec une part de scrutin majoritaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la modification du scrutin législatif est de nature à nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons depuis 2022-2024? Oui, ce ne sera pas la seule façon d'y parvenir, mais c'est sûrement une des conditions. J'ai longtemps été hostile au scrutin proportionnel. Pourquoi ? Parce que dans une bipolarisation, en gros, entre la gauche et la droite républicaine, ce qu'apportait le scrutin majoritaire, c'était une capacité de gouverner, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Et les Français s'y étaient assez bien habitués. Ça aboutissait quand même, il faut bien le reconnaître, à ce que, même si le parti du président n'avait pas une majorité absolue dans le pays, avec 30 à 35% des suffrages, il pouvait avoir une large majorité à l'Assemblée nationale, ce qui a pu aboutir à certains excès. Du jour où, on en a fait le constat, il y a une fragmentation politique, le scrutin majoritaire perd une large part de son efficacité d'abord, et même de son utilité. Pourquoi ? Parce que ça oblige des partis qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble à se mettre, pour des raisons de barrage ou d'urgence, à se mettre dans des alliances qui ne sont même pas préparatoires à une volonté de gouverner ou à une possibilité de gouverner. Donc si on avait un scrutin proportionnel, même avec cette fragmentation, ça obligerait les partis, d'abord, à dire ce qu'ils feraient au lendemain du scrutin, avec qui ils pourraient éventuellement travailler, et ensuite de faire en sorte d'écrire une coalition ou un compromis, ou en tout cas de défendre une position allant vers la stabilité. D'autre part, les partis seraient beaucoup plus libres, puisqu'ils pourraient affirmer leur position sans avoir à négocier des contrats ou des alliances avec d'autres, et notamment avec les extrêmes, puisque nous avons aujourd'hui une situation politique où les extrêmes, non seulement polarisent le jeu entre elles, Rassemblement national, LFI, mais pèsent sur les autres formations politiques, et notamment dans la perspective du scrutin majoritaire, s'il est toujours celui qui nous concernera, au sens où de dire, si vous ne venez pas vers nous, nous vous empêcherons de pouvoir exister même
à l'Assemblée nationale. Mais ce problème qui existe en amont, le problème de la coalition en amont de l'élection, pourquoi il n'existerait pas au sein de l'Assemblée nationale après, une fois l'élection au scrutin proportionnel effectué? Pourquoi cette culture du compromis, d'un coup, apparaîtrait au sein de l'Assemblée? D'abord, avant d'aller devant les électeurs, il faut quand même dire ce que l'on ferait sur le contenu de la politique et éventuellement dans quel cadre on pourrait aller vers le gouvernement ou au contraire rester dans l'opposition. Il y aurait des lignes que chaque parti pourrait fixer. Et les électeurs, en donnant leur suffrage, approuveraient cette démarche. Ensuite, une fois l'élection arrivée, on a une assemblée peut-être aussi disparate que celle d'aujourd'hui. Mais là où il faut se dire, comment va-t-on permettre à un gouvernement d'agir? Soit c'est une coalition au sens où il y a un contrat qui lie plusieurs partis qui deviennent majoritaires, c'est à peu près la règle dans tous les pays européens. Soit nous n'y parvenons pas, ce qui est un peu la situation d'aujourd'hui, et à ce moment-là, il faut par esprit de responsabilité qu'il y ait ce qu'on appelle des contrats de non-censure pour dire il y a un gouvernement minoritaire, mais il agit, nous sommes dans l'opposition, mais nous ne faisons rien pour que ce gouvernement chute, parce que nous sommes suffisamment conscients de nos responsabilités, tout en ne soutenant en aucune manière l'orientation qui est choisie. C'est un peu l'attitude aujourd'hui du Parti socialiste, enfin, pour le dernier budget, et que j'ai absolument approuvé. Bon. Donc c'est ça qui crée l'esprit de responsabilité, parce que nous ne sommes pas habitués, nous, à la vie parlementaire, au sens où elle existe dans la plupart des pays, où il y a précisément une fragmentation, en tout cas il y a plusieurs partis. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas dans les pays scandinaves. Nous n'y sommes pas habitués, puisque nous avions un système majoritaire et deux grands partis ou deux grandes coalitions. Il faut sans doute un jour revenir. C'est vrai que les modes de scrutin, ils suivent la vie politique. Quelquefois, ils la préfigurent. Quand il y a eu le rétablissement du scrutin majoritaire en 1958, ça a permis précisément la bipolarisation. La divine surprise. On voulait vous montrer des images, Monsieur le Président. Concernant cette fois des propositions de révision constitutionnelle. En avant vers la 6e République. Son principe central sera la souveraineté permanente du peuple. Permanente, oui, pas seulement le jour de l'élection présidentielle. Cette garantie sera le droit au référendum citoyen, dont le référendum révocatoire permettant de démettre un élu, quel qu'il soit, du conseiller municipal au président de la République. Une assemblée constituante réorganisera les pouvoirs publics autour de ce principe. Donc un discours de Jean-Luc Mélenchon sur son projet de 6e République et sur cette idée de souveraineté permanente du peuple. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors longtemps, la 6e République a été présentée pour ses promoteurs comme le retour au régime parlementaire. En mettant en cause, il y avait des arguments, la concentration du pouvoir dans les mains du chef de l'État. Ça a été longtemps cette thèse qui allait même jusqu'à remettre en cause l'élection du président de la République au suffrage universel. C'était ça la 6e République pour ses promoteurs. Ça ressemblait un peu à la 4e République. Bon, il faut bien le reconnaître. Mais c'est pour effacer finalement ce qu'avait été la 5e République. Il faut se rappeler qu'elle a été vivement contestée, notamment à gauche, précisément pour ce qu'elle pouvait offrir de pouvoir présidentiel et d'abaissement du Parlement. Mais là, c'est une autre 6e République qui nous est présentée. Il n'y a pas de remise en cause de l'élection du président de la République au suffrage universel. Il y a un chef que l'on pourrait éventuellement révoquer par des formules assez plébiscitaires, d'ailleurs, qui ressemblent à ce qu'on a évoqué, sans pour autant dire que ce seraient les mêmes propositions, mais où c'est le chef qui peut être révoqué, mais qu'il reste le chef, et qu'il est dans un rapport entre le chef et le peuple. Ça, c'est
une sorte de république populaire, où c'est... Une forme de césarisme. Oui, de césarisme, oui, on peut dire ça comme ça, où je consulte régulièrement le peuple, ou même je laisse le peuple éventuellement me consulter, mais nous sommes dans un rapport direct entre le peuple et le chef. Où est passé, d'ailleurs, le Parlement dans cette histoire? Où est passé les corps intermédiaires, les formules de représentation? Nul ne sait. Donc c'est pour ça que cette 6e République est une république un peu populiste ou populaire, comme on voudra, selon la gentillesse que l'on aura ou la sévérité pour l'idée. Mais je pense qu'elle n'est pas parfaitement conforme au principe qui me paraît être celui, notamment de la séparation des pouvoirs. Et dire, comme ça a été prononcé, qu'on allait faire une assemblée constituante. Enfin, une assemblée constituante pour faire quoi? On nous dit rien là-dessus. L'assemblée constituante, ça a existé. Hein, ça a existé en 1946, l'assemblée était constituante, c'est qu'elle faisait une constitution. Mais là, on n'a pas eu beaucoup de précisions sur la constitution. Si ce n'est sur le droit au référendum. Et oui, alors, si c'était le droit au référendum, mais ça, de ce point de vue-là, il faut être tout à fait clair sur le référendum. Il faut le détacher précisément de la personne qui pose la question. Si on veut que le référendum soit effectivement une consultation souhaitable, il ne faut pas que ce soit un rapport entre la question posée et l'auteur de la question. Il faut que ce soit une question qui peut effectivement diviser les Français à un moment et qui, par le référendum, donnera une position, mais qui est sans rapport avec celui qui pose la question. Sinon, on est dans le plébiscite. Vous voyez, toujours la même finalement distinction que l'on peut faire entre la République plébiscitaire, je pose la question parce que je veux une réponse qui est liée à ma personne, ou je vous pose, ou vous posez, par référendum d'initiative citoyenne, la question qui vous paraît être la plus utile dans le moment que nous traversons. Je faisais allusion en introduction aux entretiens que nous avions eus sur les institutions il y a maintenant près de 7 ans. Le temps passe. Vous aviez alors défendu un système à l'américaine. Vous étiez partisan d'un système présidentiel américain avec une séparation stricte des pouvoirs législatifs et exécutifs, ce qui caractérise le système américain. À la lumière de la crise que nous vivons depuis 2022 et à la lumière de ce que vous observez, de ce qui se passe aujourd'hui outre-Atlantique avec la 2e administration Trump, où l'état de droit américain est lui aussi vivement mis à l'épreuve, est-ce que vous êtes toujours sur cette position ou est-ce que l'histoire vous a fait changer d'opinion? Je ne suis plus sur cette position parce que l'histoire est intervenue. Dans l'entretien que nous avions, je considérais que pour rehausser la place du Parlement, un régime présidentiel était préférable, même si ça ne va pas de soi puisqu'il s'appelle présidentiel. Mais en réalité, le président, dans ce régime-là, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, ne peut pas peser sur elle, et c'est le Parlement qui vote la loi, adopte les budgets sans contrainte. Et on sait le pouvoir que, dans un régime présidentiel, théoriquement, les assemblées. Est arrivé Donald Trump, et avec tous les excès, et finalement, les faibles digues de ce que l'on croyait être la séparation des pouvoirs. Je prends juste l'exemple lié à l'actualité. Donald Trump a pu engager une guerre au Moyen-Orient, qui s'appelle bien une guerre, sans avoir consulté le Congrès, sans même avoir à rendre compte. Et là, il a signé une paix, si j'ai bien compris, sans avoir eu le moindre assentiment. Ce qui n'était pas du tout dans la tradition américaine. Non pas que le président ne pouvait pas engager des forces, mais il y avait une relation avec le Congrès qui faisait qu'il avait un certain nombre de limites qui lui étaient fixées. De la même manière, on a vu le président des États-Unis, ce qui là aussi paraissait tout à fait étrange dans l'ordre constitutionnel américain, renvoyer le président de la Banque fédérale, mettre en cause la Cour suprême et agir en matière d'immigration sans aucun rapport avec les droits des personnes. Donc, compte tenu de cette expérience, je crois que proclamer que le régime présidentiel permettrait la séparation des pouvoirs, un rôle supplémentaire au Parlement, devient plus difficile à justifier, même si c'est vrai qu'en théorie, il a cette vertu. Mais alors, faut-il changer faut-il une révision constitutionnelle ou est-ce qu'il faut changer la pratique du pouvoir? De ce point de vue-là, comment vous vous positionnez?
Eh bien oui, je pense que tout est affaire de pratique. Ce qui est intéressant dans la Constitution de 58, modifiée plusieurs fois, c'est qu'elle utilise finalement, ou elle permet toutes les lectures. On a tout connu avec la Constitution de 58. C'est pour ça qu'il faut peut-être avoir à un moment quelques limites, mais on a tout connu, puisqu'on a connu un régime avec un président de la République disposant des pouvoirs que la majorité lui accordait. On a connu une cohabitation, plusieurs cohabitations, 3 cohabitations. On a connu l'instabilité gouvernementale comme à d'autres époques. Et elle a tenu cette constitution. Nos institutions ont tenu. Le pouvoir politique ne s'est pas effondré. Il n'y a pas eu d'incapacité à voter des budgets. Donc, je crois qu'il est très important qu'on garde cet élément, cette constitution pour ce qu'elle permet. Mais la pratique doit changer. Et comment faire changer la pratique ? C'est précisément changer la politique. C'est la politique qui doit donner son sens. Et enfin, l'élection présidentielle, elle a cet avantage, c'est qu'elle va déterminer, non pas simplement un style, non pas simplement une personnalité qui aura incarné le pays. Elle va sûrement déterminer une manière de présider. Et vous allez voir que dans l'élection telle qu'elle va se produire, il y aura des candidats, des candidates qui assumeront le rôle comme il a toujours été joué, pas forcément avec les mêmes idées, mais en disant nous revendiquons le pouvoir que la présidente de la République représente, et d'autant plus fortement qu'il y aura une majorité, sans changement, et d'autres qui diront non, nous avons aujourd'hui, compte tenu de la situation politique, compte tenu aussi des menaces qui pèsent sur nous et de l'unité que nous devons faire prévaloir dans le pays, il nous faut avoir un président qui ne sera pas forcément normal dans ce cas de figure, comme je l'ai évoqué. Le président normal, c'était parce que par rapport à l'hyper-présidence, il fallait revenir à une présidence plus simple, plus maîtrisée, etc. Mais là, on n'est pas dans cette période. Une période où il faudra que le président ait la hauteur nécessaire, ne pas interférer dans la vie courante du gouvernement et donc du Parlement, et soit capable de faire vivre l'ensemble des institutions, tout en ayant, ça c'est, je crois, nécessaire, la proximité avec le pays pour qu'il y ait cette représentation. C'est pour ça que cette élection va pas simplement être sur le contenu des politiques, c'est déjà important, il va être aussi sur les rapports institutionnels. En 2019, vous m'aviez fait froid dans le dos à un moment de notre entretien. J'avais plutôt moins un bon souvenir de la cohabitation et je ne m'expliquais pas qu'on ait tant fait pour l'empêcher. Avec un succès vérifié. Et vous m'aviez dit, oui, mais il pourrait arriver qu'un jour, après une élection législative, une majorité nouvelle refuse de gouverner. Et là, il y a un point de fragilité de nos institutions. C'est-à-dire que du cœur même de la diarchie surgit un problème qui ne peut se résoudre que par la démission du président de la République. C'est-à-dire que le roi est nu, Midas, meurt au milieu de son or et de sa puissance, d'une certaine façon, comme Milran, d'ailleurs, a dû céder. Est-ce que cette situation qui a failli se produire en 2024 est quelque chose qui pourrait arriver selon vous et comment réagir ? Oui, c'est un cas qui s'est posé dès la première cohabitation, celle de 1986. Il n'était pas acquis que la majorité parlementaire de l'époque, Jacques Chirac, accepte l'idée même d'une cohabitation. Et finalement, la droite l'a admise, alors même qu'elle avait une conception assez traditionnelle de la Ve République. Ensuite, quand Lionel Jospin a été Premier ministre, il aurait pu se poser le même débat. Il ne l'a pas fait. À aucun moment, d'ailleurs, il a pensé qu'il fallait rentrer dans une confrontation. Pourquoi ça n'est pas possible qu'il y ait cette grève gouvernementale qui s'était produite effectivement sous la Troisième République? Parce que le président de la République est élu au suffrage universel. Et que donc mettre en cause le président de la République, en disant nous ne voulons pas gouverner, c'est mettre en cause le vote des Français. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette hypothèse est peu vraisemblable. Par ailleurs, le président de la République dispose du droit de dissolution.
même s'il faut 1 an entre... Donc il attendrait sagement, à mon avis, le président de la République, si aucune majorité ne voulait travailler à former un gouvernement, après une dissolution, le président de la République attendrait 1 an et reviendrait devant les Français en disant « J'ai eu un gouvernement qui a expédié les affaires courantes, maintenant vous allez m'envoyer un vrai gouvernement ». Donc on a parlé de toutes ces propositions de révision constitutionnelle, ou du moins dans la pratique des institutions. Il y a quand même un problème dans le fond de ces discussions, c'est le lien entre les citoyens et ces institutions, un lien de défiance de plus en plus. Et de ce point de vue-là, quelles sont pour vous les propositions qu'on pourrait faire pour rétablir ce lien de confiance? Et on a parlé du référendum un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez qu'un usage plus régulier du référendum dans ses différentes formes qu'il peut prendre soit de nature à resserrer ces liens? Oui, je ne suis pas forcément le mieux placé pour dire qu'il faut des référendums parce que je n'en ai proposé aucun. Non pas que l'idée ne me soit pas venue, y compris dans la période où nous étions confrontés à des attentats terroristes, où il aurait pu être envisagé de consulter le peuple français sur un certain nombre de réponses. Je ne l'ai pas fait parce que, précisément, nous étions dans une période où je ne voulais pas instrumentaliser la consultation. Mais c'est vrai que si nous arrivons, et ça c'est un effort à la fois des citoyens et des représentants, si nous arrivons à détacher le sujet de celui qui pose la question, qui peut être le président, qui peut être, on l'oublie souvent, le Parlement, à ce moment-là, nous pouvons arriver à des consultations, pas fréquentes, parce qu'à un moment, il y a un abus de vote, enfin, de fréquence du vote. Et si nous ouvrons un peu plus largement, et dans des conditions qui sont précisées, le référendum d'initiative citoyenne, oui, je pense qu'une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est-à-dire sur un quinquennat, disons, 2 consultations pourraient être imaginées, à condition que ce soit sur un sujet qui pose un vrai débat, parce que si c'est pour avoir simplement la conformité de ce que nous pensons, ça n'a pas beaucoup de sens. Et qui soit précédé, c'était un peu l'esprit aussi des conventions citoyennes, et on pourrait d'ailleurs lier les deux, c'est-à-dire un sujet qui vient d'abord dans une convention citoyenne, avec une conclusion d'une convention citoyenne, et voir ce que ensuite le peuple en pense. Voilà ce que je crois être aujourd'hui utile. Et détacher ça précisément des institutions. Pour finir, est-ce qu'il vous semble que les élections qui sont devant nous, qui vont être majeures, vont nous donner l'occasion de revoir un peu notre compréhension de la vie institutionnelle française? Oui, parce que tout candidat, et notamment ceux qui seront au second tour, devront donner leur lecture de la Constitution et indiquer la pratique qu'ils feraient de ces institutions, dans l'hypothèse où, d'ailleurs, ils auraient une majorité à l'Assemblée, ou dans l'hypothèse où ils n'en auraient pas. Et quel serait exactement le rôle qu'ils voudraient assigner à leur présidence. Ensuite, ce que je pense aussi, c'est que les questions électorales qui ne sont jamais, finalement, d'actualité, ou elles sont d'actualité, mais ne sont jamais insérées dans un débat législatif, méritent aussi d'être posées. C'est-à-dire que dans l'élection présidentielle, la question du mode de scrutin devra nécessairement être abordée. Merci beaucoup pour cet échange, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci pour ces éclairages, merci. Merci d'avoir écouté notre podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et toutes nos publications sur notre site et nos réseaux sociaux. Partagez l'épisode, parlez-en autour de vous pour faire vivre la conversation. Et à dans 2 semaines pour le nouvel épisode.